Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 16 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Patrick Henningsen est avec nous. Bienvenue à nouveau, Patrick. Welcome back, Patrick. Ravi d'être avec vous, Nima. Patrick, we're back to war. Patrick, on est de retour en guerre, totalement. On peut vraiment parler de guerre totale, parce que les États-Unis sont de retour, le blocus est de retour, le détroit est fermé et les combats se poursuivent entre l'Iran et les États-Unis, qui attaquent les pays du CCG. En ce moment même, on a vu des images venant d'Iran qui montraient peut-être que les Émirats arabes unis utilisent des drones. C'est quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore si ces images sont authentiques, mais il semble qu'un des drones vienne bien des Émirats, des drones de reconnaissance. Voilà la réalité de ce qui se passe. L'un des points essentiels de cette politique, ce retour dans la région, comme cela a été évoqué dans l'interview de J.D. Vance avec Joe Rogan, c'est qu'il a parlé d'une sorte de danse politique. Une danse politique pour faire pression sur les Iraniens. Tu as des extraits de ça? Parce que c'était complètement dingue. C'est fou ce que disait J.D. Vance. Oui, je vais vous le faire écouter, parce que c'est important d'entendre ça. Allons-y. Let's go ahead. Qu'est-ce qui se passe avec l'Iran? On a l'impression que le président répète sans arrêt qu'un accord a été trouvé, que les négociations ont réussi, et puis tout s'effondre et on recommence à les bombarder. Oui, alors? Combien de temps on a là? Bon, je dois d'abord expliquer un peu le contexte pour que vous compreniez vraiment, que tout le monde comprenne vraiment ce qui se passe ici. Alors, premièrement, c'est un peu une simplification, mais dans le système iranien, il y a deux courants. Vous avez, et on entend parfois certains Américains très durs le dire, que ce sont tous des fous qu'ils veulent provoquer, vous savez, la venue du 12e imam, l'apocalypse et tout ce genre de choses. Il y a effectivement des gens en Iran qui croient à ça, mais il y a aussi des pragmatiques. Vous avez les fous et vous avez les pragmatiques, d'accord? Donc, quand on a conclu ce protocole d'accord, et en réalité, ce qu'il dit, ce protocole, qui a été déformé plus que presque tout ce sur quoi j'ai travaillé dans ma vie publique, ce qu'il dit, c'est que l'Iran va ouvrir le détroit d'Ormuz. La violence va s'arrêter. Ensuite, on va entamer des négociations pour voir si on peut parvenir à un accord plus large sur la question nucléaire à long terme. C'est ce qu'on voulait. Et les Iraniens, eux, voulaient évidemment un allègement durable des sanctions et des mesures économiques. Le problème, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et pour résumer, Joe, je dirais que je ne peux évidemment pas prédire l'avenir. Je ne sais pas exactement où tout ça va nous mener, mais au fond, je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. Ce sera simplement très compliqué, avec beaucoup d'arrêts et de reprises. Alors, que se passe-t-il? La première semaine après la signature du protocole d'accord, on fait sortir 20 millions de barils de pétrole par jour du détroit d'Ormuz. C'est ce qu'on avait avant la guerre. Et le prix du pétrole chute fortement. Et là, il y a des éléments, les durs du régime iranien, qui paniquent un peu. Ils se disent « Oh mince, est-ce qu'on vient de lâcher notre principal levier? Oublions les armes nucléaires, on vient de céder, dans ce protocole d'accord. » Du coup, il y a eu une sorte de panique dans leur système. Alors, ils ont tiré sur quelques navires. Nous, on a réagi. Et je pense que c'était tout à fait approprié, évidemment. S'ils tirent sur des navires, on va riposter contre ceux qui tirent ou on va détruire les installations qu'ils utilisent pour le faire. Donc ça arrive. Et là, les Iraniens disent « Non, non, d'accord, vous avez raison. On n'aurait pas dû tirer sur les navires. » Alors, ils reviennent à la table des négociations et les discussions reprennent pendant encore quelques jours.
come back to the table. And there's a few more days of negotiation. And then the phase that they're in right now is the hard. Et là, la phase dans laquelle ils sont en ce moment, c'est que les durs ont vraiment réagi très fort à tout le pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. En gros, ils ont dit, on va essayer de bloquer tout ça. Ils ont peur de perdre leur levier. Maintenant, les pragmatiques dans leur système disent que c'était une erreur, qu'il faut continuer à discuter. Et moi, est-ce que je sais comment tout ça va se terminer? Bien sûr que non. Mais ce qu'on fait, c'est une danse diplomatique très délicate. On utilise des leviers économiques, on alterne entre la carotte et le bâton, on essaye de parler aux pragmatiques, et bien sûr, quand ils commettent des actes de violence, on y répond. Tout ça se passe en même temps, pour essayer de remettre la situation sur une meilleure trajectoire. Cela dit, oui, en ce moment, ils tirent, en ce moment même. La nuit dernière, ils ont tiré sur quelques navires. Mais malgré tout ça, est-ce que leur programme nucléaire est toujours détruit? Oui. Les détroits ne sont peut-être pas encore revenus à un trafic normal d'avant-guerre. Mais est-ce qu'on reçoit assez de pétrole et de gaz du détroit d'Ormuz pour éviter une crise énergétique mondiale? Oui. Et tout ça se déroule dans le cadre des négociations plus larges sur le programme nucléaire. On ne sait jamais vraiment où tout ça va finir. Mais voilà où on en est. Une danse diplomatique délicate qu'ils essaient de maintenir. Honnêtement, Nima, je ne pense pas que J.D. Vance, le vice-président, ait vraiment lu le protocole d'accord. Franchement, je ne crois pas qu'il sache ce qu'il contient. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est un excellent parleur, ça oui. Et je me demande si Joe Rogan et lui n'étaient pas en train de partager un joint avant cette séquence, parce qu'ils partaient dans tous les sens. Je ne sais même pas par où commencer. Bon, commençons par ça, J.D. Vance essaie toujours de tourner les Iraniens en ridicule, comme s'il s'agissait d'une sorte de sauvages arriérés qu'il appelle les Perses. Quand leurs représentants parlent de discussions techniques, il dit que c'est un truc de Perses. Et selon lui, les Perses, eh bien, ils ne sauraient pas négocier. Ils jouent à ces petits jeux. Peu importe. Tout ça, c'est une sorte de projection, une vision coloniale américaine complètement détraquée, qui semble fonctionner dans les médias américains, mais qui n'a aucun rapport avec la réalité. Ce type veut devenir président, ce qui est déjà assez choquant en soi. Mais la première chose qu'il a dite est juste folle et ridicule. D'abord, il essaye de dire qu'en Iran, il y aurait une bataille entre les fous religieux et les pragmatiques. Quelqu'un devrait dire à J.D. Vance que tous les membres de tous les comités et tous les négociateurs sont des musulmans chiites pratiquants. Ils partagent tous à peu près les mêmes convictions religieuses. Enfin, J.D., t'as reçu la note? Tu veux qu'on t'explique un peu? Je sais pas, on est là pour aider. T'as qu'à décrocher ton téléphone. Ensuite, il essaye de dire que, oh mon Dieu, quand les détroits se sont ouverts et que le pétrole a recommencé à couler, les durs du régime ont paniqué. Qu'il y a eu une panique en Iran. Mais non, personne n'a paniqué. En réalité, la majorité du pétrole qui sortait, J.D. Vance, c'était du pétrole iranien. Ils n'étaient pas en train de paniquer. Ils étaient ravis parce qu'ils vendaient ce pétrole, ils gagnaient de l'argent pour reconstruire les infrastructures que vous avez bombardées et détruites. Il n'y a pas eu de panique quand le détroit était ouvert, juste pour que vous le sachiez. Et l'Iran n'a pas soudainement décidé de tirer sur des navires comme par magie. Certains navires, à commencer par le pétrolier battant pavillon de Singapour, il y a 2 semaines, recevaient des instructions, peut-être des Américains et des Britanniques, pour emprunter une autre route à travers le détroit, en longeant la côte d'Oman, à environ 7000 au large, ce qui viole le protocole d'accord, les clauses 4 et 5. Et bien sûr, ça provoque une réaction de l'autorité administrative iranienne du Golfe Persique, comme c'est prévu dans le protocole que vous avez signé.
Ils tirent donc sur ces navires parce qu'ils enfreignent les conditions de transit. Voilà. Ils n'ont pas, comme par magie, commencé à tirer au hasard sur des pétroliers. Et ça ne justifie pas l'escalade militaire des États-Unis. D'accord? Personne n'est dupe de ces absurdités que la vice-présidente essaye de faire passer dans l'émission de Joe Rogan, un grand programme de politique étrangère, bien sûr. Bon, c'est assez clair, JD. Les États-Unis et leurs alliés essayent de créer des situations qui provoquent des incidents pour donner aux États-Unis un prétexte à une escalade militaire. L'idée, c'est de pouvoir frapper des cibles une par une, des îles, des infrastructures, des ports, dans toute la région sud et sur les îles, dans le détroit d'Ormuz, afin de réduire la capacité de l'Iran à gérer physiquement le détroit d'Ormuz. C'est ça le plan des États-Unis. Et ils le mettent en œuvre sur plusieurs mois, pour les prochains mois à venir. Ils le font déjà depuis presque 2 mois. Voilà, c'est le plan. Les États-Unis, Nima, n'avaient aucune intention, et c'est une info, aucune intention de respecter leurs engagements dans le protocole d'accord. Tout ça, c'était une manœuvre pour gagner du temps, se réarmer et se réapprovisionner. Et pendant ce temps, affaiblir les infrastructures iraniennes, ainsi que leur capacité à gérer sur le plan logistique et opérationnel le détroit d'Ormuz. Parce que c'est là que réside le principal levier de l'Iran face aux États-Unis. Donc évidemment, c'est exactement ce que les États-Unis veulent neutraliser. D'accord, c'est pas sorcier, hein? Donc en gros, ce que tu racontes au public de Joe Rogan et la vérité, ce sont 2 choses différentes. Le monde n'est pas idiot et ne croit pas que les Iraniens le soient. Les Iraniens, Nima, on leur a parlé lors d'une conférence de presse. Ibrahim Azizi, comme tu le sais, c'est le président de la commission parlementaire à Téhéran. C'est un pragmatique. Aussi est pragmatique en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nima? Qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Il a dit « Nous n'avons aucune attente que les États-Unis respectent un jour leurs engagements dans un quelconque accord. » Voilà la position iranienne. Donc non, ils ne sont pas stupides. Et utiliser des négociations comme prétexte pour créer un écran de fumée avant une attaque surprise ou pour assassiner leur chef d'État. Ça, ils ne l'ont pas oublié en Iran. Ils n'oublieront jamais ce que vous avez fait, ni ce que les Israéliens ont fait. Jamais. Alors bien sûr, on voit des gens pleurer quand ils regardent ça, on entend des cris, des crises d'angoisse en Amérique, parce que des Iraniens osent brandir des pancartes, des gens ordinaires, disant « Nous vengerons la mort de notre chef ». #KILL Trump. D'accord, mais à quoi vous attendiez-vous? À quoi vous attendiez-vous, franchement? Quelle était la raison pour laquelle vous avez éliminé le guide suprême, l'ayatollah Saïd Ali Khamenei, 84 ans? Quelle en était la base? C'était pour provoquer un changement de régime? C'était quoi exactement? Vous n'avez jamais donné la moindre explication crédible à ce sujet. Mais ce que vous avez fait, c'est garantir que ce que vous appelez les durs est désormais un argument incroyablement solide. A. Ne pas faire confiance aux États-Unis et B. Se préparer à faire la guerre contre les États-Unis et Israël. Quand cette façade de protocole d'accord et de négociation finira inévitablement par s'effondrer, parce que vous poursuivez un autre objectif militaire dans leur dos. C'est assez évident. Bon, ce ne sont pas des cibles symboliques. L'île de Syrie, les stations radar, Bandar Abbas, Konarak, Chabahar, ce sont les autres cibles. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas symbolique. C'est ce que font les États-Unis. Et ils vont aller jusqu'au bout, tout en faisant semblant de négocier, en faisant semblant d'avoir un accord. Trump fait semblant de parler avec des gens. J.D. Vance fait semblant qu'il y a à Téhéran une lutte entre les fous et les pragmatiques. Franchement, c'est complètement inventé. Une analyse digne d'un dessin animé
de la part de la vice-présidente. C'est une blague. Les Iraniens et le reste du monde, les Chinois, les Russes et à peu près tout le monde, savent très bien ce que vous faites, les États-Unis. Vous ne trompez personne. Vous vous trompez vous-même et vous trompez les marchés. Les marchés pétroliers, les options de vente, les marchés boursiers, les options d'achat, tout ça. Vous gagnez énormément d'argent avec cette situation et vous en profitez tellement que vous ne pouvez plus vous arrêter. Vous avez trouvé un filon, faire de l'argent en multipliant ces petits ajustements successifs, tout en essayant de tirer un avantage tactique en affaiblissant la capacité de l'Iran à gérer physiquement le détroit. C'est le programme en direct de Washington. Désolé, mais bon, pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Patrick, tout le concept de cette guerre a commencé avec l'idée de renverser, d'une manière ou d'une autre, le régime en Iran, le soi-disant régime. Et tout reposait sur les divisions au sein de la société iranienne. La société se désagrège, tout semble s'effondrer. C'est ça qui a lancé le jeu, ou plutôt la guerre, contre les Iraniens. Ensuite, on voit Donald Trump revenir en disant qu'ils vont forcer l'Iran à adopter une nouvelle position, favorable aux États-Unis, pas à eux. Et c'est la politique actuelle. Comme l'a souligné J.D. Vance, c'est une sorte de danse politique. Alors, qu'est-ce que vous avez observé en Iran? Parce que pendant le cortège funéraire, vous étiez en Iran. Vous étiez sans protection, dans les rues, en Iran. Il y avait du monde, beaucoup de monde. J'ai vu les images, j'ai vu les photos qui venaient d'Iran. Mais vous l'avez vécu directement. Quelle était la situation? Avez-vous perçu une forme de fragilité, une faiblesse quelconque chez ces gens dans la rue? Ils parlaient, vous savez, de protester, du cortège funéraire, des politiques iraniennes, de la façon dont l'Iran devrait réagir, peut-être faire un accord, ou au contraire riposter. Quelle était l'ambiance, le sentiment sur place? Le sentiment général du peuple. Et franchement, c'est presque poétique. Bon, je parle avec toutes sortes de gens. Dans les rues de Téhéran, une ville de 12 millions d'habitants, une très grande ville, comme Los Angeles, une grande métropole. Eh bien, dans les rues, le Financial Times Nima a reconnu que 15 millions de personnes, 15 millions, étaient sorties à Téhéran ce lundi-là. Et il y avait aussi les cérémonies au Grand Mosalla, le samedi et le dimanche, à la grande mosquée pour l'imam Khomeini. Donc 15 millions, c'est plus que la population totale de Téhéran. Dans tout le pays, plus de 40 millions, 40 millions de personnes ont participé d'une manière ou d'une autre à ces funérailles d'État. Ça fait la moitié de la population. Le pays compte environ 90 millions d'habitants. Plus de 40 millions y ont pris part, d'une façon ou d'une autre. Alors trouve-moi un pays, Nima. Trouve-moi un pays où même 10% de la population descend dans la rue. Trouve-moi un pays européen. Quand est-ce que ça arrive aux États-Unis? Trouve-moi un seul État parmi les 50 où ça se produit. Ça n'existe pas. C'est une idée étrangère en Amérique. Donc tu parles d'un niveau de cohésion, d'un niveau de solidarité à l'intérieur de l'Iran. Et moi, je parle avec des réformistes dans la rue, d'anciens réformistes qui crient « Ghalibaf, Arashi, plus de négociations avec les États-Unis, préparez-vous à la guerre ». Ce sont les anciens libéraux de la Révolution verte qui sont devenus complètement radicaux, anti-américains. Vous aviez votre bloc pro-américain, vous aviez votre bloc libéral, et vous l'avez détruit. Donald Trump, le grand génie de Trump et Vance, vient tout simplement d'anéantir le bloc d'opposition en Iran. Voilà votre héritage. Vous avez effacé l'opposition en Iran. C'est ce que vous avez fait. C'est exactement ce que vous avez fait avec ces fausses émeutes, en faisant passer des armes aux manifestants, ou, comme aiment le dire les conservateurs depuis George Floyd, des manifestants majoritairement pacifiques à Téhéran. Très bien. Tous vos terminaux Starlink, tout ça,
Tout ce que vous avez fait, en réalité, c'est montrer au monde jusqu'où Israël et les États-Unis sont prêts à aller pour semer le chaos, la confusion et la violence en Iran. Et ensuite, vous avez enchaîné avec une guerre d'agression non déclarée. Et devinez quoi? Vous avez éliminé votre opposition. Cette opposition, la CIA, que vous avez passé des décennies à cultiver, des générations entières, eh bien, vous l'avez anéantie en 3 mois. Félicitations. Et les Iraniens vous remercient pour ça, au passage. Franchement, vous êtes de vrais experts en politique étrangère. Je ne sais même plus quoi dire, Nima. C'est incroyable, j'ai jamais vu autant de gens aussi motivés, avec autant d'énergie dans la rue, alors que les États-Unis bombardaient le pays pendant les funérailles. Bon, le train qu'on a pris de Téhéran à Machhad, c'est un train de nuit de 12 heures, Nima. Tu connais cette ligne, non? Jusqu'à la province du Nord-Est, juste à la frontière du Turkménistan. Très bien. Et qu'est-ce que Trump et Vance ont fait? Pendant qu'on était à Machhad, ils ont eu cette brillante idée. Bombardons le pont ferroviaire sur la ligne de train entre Téhéran et Machhad. Génial, vraiment. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a prouvé à des millions de personnes qui allaient à Machhad et à celles qui s'y trouvaient déjà, je sais pas, 5 millions de personnes, peu importe, que les États-Unis sont d'une brutalité sans limite. Ils ne peuvent même pas attendre la fin du cortège funèbre officiel. Et en plus, ils veulent bloquer des gens là-bas, des fidèles, des pèlerins venus pour les cérémonies funéraires, dans la ville sainte de Machhad. Vous voulez les bloquer là-bas, en attaquant une ligne ferroviaire civile. Une ligne ferroviaire civile. Une ligne ferroviaire civile. J'ai vu les dégâts de mes propres yeux. Les Iraniens ont tout réparé en 24 heures et on y est retourné. Mais ça a envoyé un message très clair sur la brutalité des États-Unis, sur la façon dont ils s'en prennent aux infrastructures civiles, en essayant de blesser des gens, de tuer des gens qui prennent le train pour aller à des funérailles d'État. C'est ça le message que vous avez fait passer. Alors, c'est Pete Hegseth, ça. Qui commande, au juste? Qui prend les décisions? Franchement, vous ne pourriez pas faire pire que ce que vous faites en ce moment. Et tous les experts sont à peu près d'accord. Vous devriez arrêter pendant que vous êtes encore en avance. Je dis ça, je dis rien. Je suis sûr que vous avez d'autres plans, que vous pouvez encore redresser la situation et obtenir un changement de régime. Donnez-nous juste un peu plus de temps. Comme pour l'Ukraine. Donnez-leur juste un peu plus de temps. Encore quelques attaques pour Zelensky et on va battre les Russes. Donnez-nous encore, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3, 4, peut-être un de plus, peut-être 5 ou 6. On est si près de la victoire. C'est ça qu'on fait avec l'Iran? C'est ça qu'on est en train de faire? La guerre sans fin. La même guerre sans fin contre laquelle vous aviez fait campagne, celle que Donald Trump et vous aviez promis de ne pas mener. Et c'est comme ça que vous avez obtenu nos voix, celles des indépendants, celles de tous les électeurs contre la guerre. Et toi, tu as fait tout l'inverse. Encore plus de guerres sans fin, tu mets le pays en faillite, tu détruis l'économie américaine et même l'économie mondiale. Et au passage, tu as détruit Israël, ton plus grand ami et allié. Franchement, vous êtes en pleine forme. Que veux-tu que je dise? Vous faites un travail formidable. Continuez comme ça. Je suis sarcastique, Nima. Quand tu entends J.D. Vance, qui veut devenir président, sortir ce genre de baratin, juste parler pour parler, sans rien de concret derrière, comment tu réagis à ça? Joe Rogan, lui, ne va rien contredire. Il est juste là, genre, ouais, mec, waouh, incroyable, mec. Oui, il aurait pu lire cette clause sur le détroit d'Ormuz dont parlait J.D. Vance. Bien sûr, mais Joe Rogan n'est pas un journaliste, avec tout le respect que je lui dois. J'aime bien Joe, je le trouve sympa. Il est drôle, mais ce n'est pas un journaliste.
S'il en était un, il aurait remis en question toutes les absurdités que le vice-président racontait devant le plus grand public de podcasts au monde. Donc voilà, mission accomplie. Ça, c'est ce qu'on appelle de la propagande. Franchement, c'est presque comique, la façon dont Vance caricature les Iraniens, leur société, leur politique, leurs dirigeants. On dirait un dessin animé Disney. C'est comme Aladdin, vraiment. C'est ce niveau-là que Vance atteint avec sa propagande. Et c'est pour ça que les États-Unis vont échouer à chaque étape. Parce que ce qu'ils projettent ou ce qu'ils se racontent à eux-mêmes, à leur pays et à ces immenses audiences est complètement déconnecté de la réalité et fondamentalement malhonnête sur leur propre rôle dans cette mascarade de négociation. Mais le pire, Nima, c'est qu'ils pensent qu'ils trompent les Iraniens. Et les Iraniens ont dit très clairement, littéralement, que leur politique, maintenant, c'est zéro attente. Ebrahim Azizi l'a dit, zéro attente que les États-Unis respectent un jour leurs obligations. C'est leur position de base. Mais les Iraniens ont aussi dit qu'ils laissaient la porte ouverte aux négociations. Simplement, leur point de départ, c'est qu'ils n'ont aucune attente. Aucune. Ils partent du principe que les États-Unis vont continuer à jouer à des jeux stupides et à saboter en gros leur propre protocole d'accord. Ce qu'ils ont déjà fait, d'ailleurs. L'accord de normalisation, celui qu'ils ont conclu à la va-vite avec le président libanais, le Premier ministre et Israël, ne fonctionnera jamais. D'accord. Il va échouer pour exactement les mêmes raisons qu'un accord du même genre avait échoué, je crois que c'était en 1983. Je pense que c'était une sorte d'accord israélo-libanais, et il va échouer pour les mêmes raisons, à l'identique. Mais en fait, cet accord-là, c'était une attaque contre la clause numéro 1 du protocole d'accord. Donc en gros, les États-Unis ont attaqué leur propre protocole, la clause 1. Et ensuite, tout ce que les États-Unis ont fait, en réponse à l'Iran qui appliquait le transit administratif dans les détroits, comme c'est prévu dans le protocole, eh bien les États-Unis ont détruit les clauses 4 et 5, et même quelques autres, si on veut entrer dans les détails techniques. Mais cette idée aussi, Nima, selon laquelle les Iraniens seraient fous et imprévisibles, que les durs et les extrémistes se livreraient une bataille, et qu'Ahmadinejad attendrait de reprendre ce qu'il mijote à Washington et à Tel Aviv. Franchement, je n'ai aucune confiance dans le fait que ces gens sachent ce qu'ils font. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, pas le moins du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, Vance a pu voir Islamabad pendant quelques heures. Super ville, j'adore, le Pakistan, endroit sympa. Mais lui, est-ce qu'il a déjà parlé directement à des Iraniens? Je ne crois pas. Pas à notre connaissance, en tout cas. Il parle par des intermédiaires au Pakistan. Et voilà, encore une fois, c'est bien ça le problème. Vous avez un peu gâché votre chance de diplomatie quand vous avez décidé que c'était une idée géniale d'assassiner le chef d'État iranien et sa famille, y compris une petite fille de 18 mois. Franchement, vous pensez que ça va bien passer dans la société iranienne. Vous croyez que ça va aider le camp pro-américain. Sérieusement, à quoi vous pensiez? Vous vous en fichez. C'est ça le problème. Vous vous en fichez complètement. Vous ne vous en êtes jamais soucié. C'est votre défaut fondamental dans toute cette histoire. Alors allez faire des interviews stupides. Franchement, Nima, l'interview chez Joe Rogan, c'était une blague. Je suis censé lui faire un compliment, peut-être? Je suis censé dire que c'était une conversation intelligente, qu'elle correspondait à quelque chose de réel. Je ne peux pas. Je mentirais si je disais ça. C'est vraiment un cirque. Cette administration et J.D. Vance font déjà campagne pour son ticket de 2028. C'est exactement ce qu'il fait. Il prend de l'avance et essaye de créer un contraste entre lui et Rubio. Et plus tard, vous verrez, J.D. Vance finira par lâcher Donald Trump, le jeter sous le bus et repasser dessus quand le moment sera venu, le moment opportun. Et ça arrivera probablement en 2027. Il devra le faire,
s'il veut être un candidat crédible et espérer obtenir une partie du vote populiste en 2028, parce que son héritage est lié à celui de Donald Trump. Alors, il va devoir attaquer Trump, le jeter sous le bus et en gros saboter le mouvement MAGA s'il veut avoir la moindre chance d'obtenir l'investiture républicaine ou même de séduire quelques électeurs indépendants. Mais bon, c'est Washington. C'est un milieu sale. Vance, à la base, était un anti-Trump convaincu et Peter Thiel l'a littéralement traîné jusqu'à Mar-a-Lago. Il a dit « Donald, voilà ton vice-président ». Il détestait Trump. Il le déteste probablement encore, mais il est obligé de le couvrir d'éloges en public. C'est une vraie comédie. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui qu'on appelle la politique aux États-Unis. C'est triste. Franchement, la politique étrangère se fait maintenant sur Truth Social et dans l'émission de Joe Rogan. Bienvenue en 2026. Donnez-nous l'idiocratie. Où est Terry Crews? Je voterai pour Terry Crews. Président Camacho, Mountain Dew. C'est absurde. Vous posez, à mon avis, une question essentielle. Quel était le but principal de l'assassinat du défunt guide suprême de l'Iran? Il avait 84 ans. Alors, quel était l'intérêt derrière tout ça? Je pense que c'est une incompréhension du côté de Washington. Ce n'est pas nouveau. Vous vous souvenez, quand la guerre en Ukraine a commencé, on disait « tout tourne autour de Poutine ». Cette idée de diaboliser Poutine et de poutiniser la Russie faisait partie du plan concernant la Russie. C'est la même chose ici. Et ça vient, Patrick, essentiellement de ces gens qu'on appelle les experts de la Russie et de l'Iran à Washington. Ce sont eux qui transmettent cette vision à l'administration, à ce qu'on appelle le système, l'establishment. L'idée que tout repose sur une seule personne et que si on élimine cette personne, tout s'effondre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Russie. Et la raison pour laquelle ils poursuivent cette guerre, c'est justement pour affaiblir la Russie, affaiblir Poutine en Russie. Partout, partout. Vous savez, on entendait « Assad doit partir ». Je pourrais vous passer le montage des présidents successifs, des secrétaires d'État. Assad doit partir. Assad doit démissionner. Ah oui, si Bachar el-Assad s'en va, la liberté va régner et les jeunes pousses de la démocratie vont fleurir en Syrie. Républicains, démocrates, John Bolton, John McCain, tous ces faucons de guerre, qu'ils soient caustiques ou figés dans leur certitude, disaient exactement la même chose. Alors, qui aviez-vous prévu pour remplacer Bachar el-Assad, le dirigeant laïque de la République arabe syrienne? Votre remplaçant, c'était le bras droit d'Abu Bakr al-Baghdadi, un barbu coupeur de tête, le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie. Et vous l'avez invité à la Maison-Blanche. Franchement, c'est une gifle. Pour chaque famille américaine qui a perdu quelqu'un dans la guerre mondiale contre le terrorisme, soi-disant contre Al-Qaïda, eh bien, c'était la gifle ultime infligée par Donald Trump. Pour les Américains, les anciens combattants, tous ceux qui ont mené cette guerre stupide pendant 25 ans, tu viens de leur mettre une claque en plein visage et de leur donner un coup de pied en sortant. Toutes ces familles, les familles Gold Star, tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Et tu comprends l'image que ça renvoie dans le monde entier. Ça veut dire que le reste du monde, y compris l'Iran, a maintenant toutes les preuves qu'il lui faut. Ils peuvent démontrer d'un point de vue académique que toute la guerre contre le terrorisme était une imposture et que vous, en réalité, vous n'en avez rien à faire. Tu n'as aucune de ces valeurs, aucune de celles que tu prétends défendre depuis 30-25 ans. Franchement, vous les avez même retirées de la liste des personnes recherchées par le FBI. 10 millions de dollars de primes sur Al-Jolani, Al-Sharar. Vous lui avez mis un costume bon marché et Donald Trump lui a vaporisé du parfum à la Maison-Blanche. C'est censé être quoi? Une insulte à tous les vétérans, aux familles de soldats morts, à ceux qui sont tombés en Afghanistan. Pourquoi, au juste? Pourquoi, vraiment?
Donc c'est encore ce genre de discours du style « Kadhafi doit partir. Oh, si seulement Muammar Kadhafi s'en va, rasons la Libye et transformons-la en cratère de verre. » C'est ça? Et après, on nous dit que la liberté et la démocratie vont simplement « Ah, ce doux parfum pétillant de la démocratie. » Nima peut le sentir, l'odeur de la démocratie, de la liberté. C'est un État en faillite, avec des marchés d'esclaves. Tu vois, un couloir de migrants pour une migration totalement incontrôlée vers l'Europe. Merci l'Amérique. Merci l'OTAN. Bon, voyons voir. Ou ailleurs quelqu'un d'autre. Saddam? Poutine? Si Poutine, Vladimir Poutine, tu vois, ceci, cela, franchement, vous êtes juste ridicule. Mais c'est toujours la même chose. Alors maintenant, ils ont tué le guide suprême en Iran. Et évidemment, je pense que c'était sans doute la dernière fois qu'ils utiliseraient cette tactique. Et si le nouveau guide suprême, son fils, Mojtaba Khamenei, montre le bout de son nez, je suis sûr que les États-Unis et Israël voudront très vite le tuer. Et c'est pour ça qu'il ne se montre pas. Et devinez quoi? Ça n'a absolument pas entamé la détermination du peuple iranien, ni celle de tout son système politique et économique, à adopter une position encore plus dure face aux États-Unis et à Israël. Réfléchissez à ça. Vous avez affaire à une société entière où tout ce que vous avez fait a produit exactement l'inverse de ce que vous disiez vouloir obtenir. Il y a 7 mois, non? Ou 13 mois, si on remonte avant la guerre de 12 jours. Donc, à un moment donné, si vous voulez parler avec crédibilité, il faut vraiment assumer ce que vous avez fait et reconnaître que c'est un échec total à tous les niveaux. Et peut-être qu'il serait temps de limiter les dégâts. Ce serait ça, un vrai signe de leadership aujourd'hui. Franchement, j'aurais presque du respect pour ça. Je pourrais même voter pour vous. Admettez simplement que vous avez tout raté et qu'il est temps de limiter les dégâts et de lâcher Israël. Là, oui, d'accord, on pourra avoir une vraie conversation. À ce moment-là, le monde pourra de nouveau dialoguer avec les États-Unis. Mais s'entêter dans un mauvais pari, empiler les couches de baratin et d'hypothèses fausses sur ce qu'est ou n'est pas l'Iran, sur qui sont ou ne sont pas les dirigeants iraniens. Et Donald Trump qui prétend parler à des négociateurs iraniens imaginaires dans son sommeil, je leur ai parlé, ils sont prêts à conclure un accord. Ce sera ça le numéro la semaine prochaine? Parce que c'est déjà arrivé 10 fois avant. C'est difficile. Ce n'est pas une administration sérieuse. Ils ne prennent pas la diplomatie au sérieux. C'est un cirque. Et il y a là-dedans beaucoup de gens qui n'ont pas les compétences, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui, clairement, ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, la réalité de la Maison-Blanche, de l'administration Trump. Et leur porte-voix, c'est Fox, et ce site complètement absurde qui s'appelle Truth Social, sans doute le nom le plus contradictoire de l'histoire d'Internet. Et là, on parle de gérer la politique étrangère officielle des États-Unis à partir d'un site appartenant au président? Totalement hors de tout contrôle, non? Si ces déclarations passaient par le département d'État, par les canaux officiels, il y aurait une responsabilité juridique et tout le reste. Mais là, on a ces mises à jour, minute par minute, d'une espèce de pseudo-politique, publiée directement sur le site du président, un site qui a perdu, je ne sais pas quoi, 500 millions ou quelque chose comme ça. Ils ont floué tous les actionnaires. Et maintenant, c'est une entreprise zombie qui frôle elle-même la fraude, vu qu'elle continue à trader alors qu'elle est quasiment insolvable. C'est donc là que vous faites votre politique étrangère. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux en tant que gouvernement et en tant que pays si c'est comme ça que vous gérez les affaires d'État? Désolé, mais ça ne passera pas. Personne ne vous prend au sérieux, surtout pas les Chinois ni les Russes. Ils sont juste là à surveiller Wyckoff et Kushner, et c'est tout. Et encore une fois, les Russes, comme les Iraniens, n'ont absolument aucune attente que les États-Unis respectent un accord
un traité ou quoi que ce soit. Ils ont perdu confiance là-dedans depuis longtemps. En fait, les Russes ont perdu cette confiance sous Biden, et Trump n'a fait qu'empirer les choses. Maintenant, vous réarmez Zelensky et vous pensez pouvoir submerger la Russie avec des drones. Très bien, voyons où ça nous mène. À une troisième guerre mondiale en Europe, peut-être. Enfin bon, allez savoir. Oui, Patrick, cette guerre apporte quelque chose de nouveau, ce qui n'était pas le cas lors de la première ou de la deuxième phase du conflit, qui a commencé le 28 février entre l'Iran et les États-Unis. En ce moment, l'Arabie saoudite a attaqué le Yémen a répliqué et la situation s'aggrave. Il y a quelques instants, le chef d'Ansarullah est intervenu en déclarant que l'Arabie saoudite devait être punie. Le rôle de l'Arabie saoudite, en collaboration avec les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni, pour affaiblir toute position unifiée du monde musulman, est désormais parfaitement clair et largement reconnu. Il affirme que l'agression saoudienne contre le Yémen dure depuis des années, qu'elle n'a aucune justification légale et qu'elle s'inscrit dans une logique d'alignement et de loyauté envers les États-Unis et Israël. Les premières victimes de la destruction menée par l'Arabie saoudite sont les Palestiniens, qui font face à un génocide. Les actions de l'Arabie saoudite ont empêché la formation d'une position politique unifiée dans le monde musulman pour sanctionner et boycotter l'ennemi israélien. Et là, on voit une nouvelle attitude de la part de l'Arabie saoudite et du Yémen. Ils savent que s'ils ne font rien, l'Arabie saoudite les attaquera. Tout a commencé avec leur attaque contre l'aéroport international de Sanaa. C'est quelque chose de nouveau. Et on sait que l'Arabie saoudite vit dans une maison de verre. Tout ce qui touche à Aramco ou à leurs oléoducs rend leur situation et leur économie extrêmement fragiles. Quelle est votre lecture de ce qui se passe entre le Yémen et l'Arabie saoudite? Et comment cela pourrait-il changer toute la dynamique de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, dans le cas du détroit d'Ormuz? Cette agression saoudienne contre le Yémen arrive après ce que je considère comme une longue trêve entre les deux pays, une énorme désescalade, une cessation des hostilités dans la plupart des cas, et, assez curieusement, Nima, un effritement de la position des Émirats arabes unis. Il y avait une coordination entre les Émirats et l'Arabie saoudite, parce que, pour quiconque suit la situation depuis 11 ans, l'objectif des États-Unis et de la CIA, avec leurs alliés israéliens et britanniques, c'est de diviser le Yémen, de recréer un Yémen du Nord et un Yémen du Sud, afin de prendre le contrôle du Sud et d'obtenir une plus grande maîtrise opérationnelle du détroit de Bab el-Mandeb et de l'île de Socotra, un passage maritime clé, un point d'étranglement stratégique à l'échelle mondiale comme on le sait aujourd'hui. Alors, d'où vient tout ça, du côté de l'Arabie saoudite? Les choses allaient pourtant dans une autre direction. Maintenant, ils reviennent en arrière. Ils repartent dans la mauvaise direction. D'accord? Et cette guerre, c'est les États-Unis qui l'ont commencée en mars 2015 sous Barack Obama. C'est lui qui l'a lancée, et ils ont utilisé l'Arabie saoudite comme intermédiaire pour attaquer le Yémen. Donc il faut regarder ça du point de vue des intérêts israéliens. Beaucoup des déploiements américains, des agressions américaines, des guerres par procuration dans la région font en réalité partie intégrante des stratégies et des objectifs d'Israël. Pas des intérêts américains, mais bien des intérêts israéliens. D'une certaine manière, les États-Unis agissent comme un intermédiaire d'Israël, à un certain niveau. L'Arabie saoudite, elle, agit comme un intermédiaire des États-Unis pour faire le sale boulot et porter le poids des opérations dans la région, tout en appelant ça une guerre saoudienne, alors qu'en réalité... Donc je pense que c'est assez clair, Nima. Quelque chose s'est passé au cours des 2 dernières semaines, et il semble que les États-Unis fassent une forte pression sur l'Arabie saoudite, parce qu'ils sentent que la situation leur échappe.
Les Saoudiens ont envoyé une délégation à Téhéran pour les funérailles d'État du guide suprême. Franchement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, vu à quel point les relations ont été mauvaises par le passé. Donc je pense que ça a vraiment dû affoler, pour reprendre le mot de J.D. Vance, affoler les Israéliens et les durs à Washington, les Lindsey Graham de ce monde, ou du moins ceux qui leur ressemblent. Les durs, eux, sont en panique. Quand ils voient l'Arabie saoudite s'engager, à quelque niveau que ce soit, dans une forme de détente avec l'Iran, c'est une alerte maximale pour les néoconservateurs et pour Israël. Donc à mon avis, Nima, c'est assez clair qu'il y a de fortes pressions en coulisses. J'irais même jusqu'à parler de menaces, parce que logiquement, rien n'explique pourquoi les Saoudiens voudraient provoquer le Yémen. Parce qu'en réalité, le Yémen a déjà battu l'Arabie saoudite à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement vulnérables aux attaques. Pas seulement sur leur aéroport civil, comme on l'a vu ces derniers jours, mais le Yémen a montré qu'avec des drones rudimentaires à $2 000, enfin $2 000, je pense plutôt en livres sterling, ils pouvaient détruire une grande raffinerie de Saudi Aramco. Vous imaginez le choc que ça a provoqué? Pas seulement pour Aramco, en termes d'action et de viabilité comme entreprise en Arabie saoudite, mais aussi pour les marchés mondiaux de l'énergie. On a tous été secoués par ça. Maintenant, multipliez ça par 10, multipliez ça par 100. C'est là qu'on va. Donc je pense qu'il y a eu un changement, Nima, un vrai changement. Ça ressemble à un acte de désespoir. Et je dirais que les États-Unis et Israël sont derrière tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas affronter directement le Yémen eux-mêmes. C'est bien là le problème. Les États-Unis ont déjà essayé ça, et ils ont dépensé beaucoup trop de leurs munitions. Et Pete Hegseth a réussi à perdre combien d'avions à voilure fixe pendant la guerre au Yémen? C'était quoi, 70 jours? Je me souviens plus, peut-être 2 mois. Donc si on additionne les pertes d'avions à voilure fixe dans les deux conflits, avec l'Iran et le Yémen, les États-Unis ont perdu, en 1 an et 3 mois, plus de 100 appareils. C'est la plus grosse perte depuis le Vietnam. Et ils sont restés au Vietnam plus de 10 ans à peu près. Alors, belle performance de Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre. Je doute qu'il reçoive une médaille pour ça, mais il devrait certainement être convoqué devant la commission du Sénat pour expliquer pourquoi ils échouent à ce point. Donc, je veux dire, c'est pour ça que je pense, Nima, que les États-Unis ne vont pas vouloir s'impliquer directement avec le Yémen. Ils essaient plutôt de faire en sorte que leurs alliés locaux s'en chargent à leur place. Mais ça va mettre l'Arabie saoudite dans une position très délicate, à plusieurs niveaux. On verra bien. Mais Washington ne va pas laisser les États du Golfe abandonner et mener leur propre politique étrangère indépendante. Ça, ce ne sera tout simplement pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, c'est un problème existentiel pour l'Arabie saoudite. Et peut-être que c'est justement le plan. Israël aimerait sans doute écarter l'une de ces monarchies ou de ces régimes du Golfe, ou placer au pouvoir quelqu'un d'un peu plus docile, disons, vis-à-vis des États-Unis et d'Israël. C'est peut-être ça, le plan. Parce qu'en fait, l'Arabie saoudite est piégée dans une situation dont elle ne peut pas sortir gagnante. Écoute, l'Arabie saoudite, pour ses troupes d'infanterie, elle les achetait littéralement au Soudan. Elle les payait, ou plutôt elle leur promettait, parfois sans vraiment les payer, un salaire d'environ $500 par mois. Donc en gros, l'Arabie saoudite sous-traite ses troupes au sol au Yémen, avec des Africains. Et même ces approvisionnements-là sont incertains. Du coup, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des frappes aériennes et des combats à distance contre les Yéménites. Pour ce qui est de tenir le territoire, tu vois, les Émirats arabes unis, c'est une armée de mercenaires, pour l'essentiel. L'Arabie saoudite, elle, sous-traite ses soldats au Soudan ou ailleurs, là où elle peut en trouver. C'est pas durable, pas du tout.
Franchement, ça ressemble à un acte de désespoir, Nima. So this looks like an act of desperation, Nima. Patrick, Israel is not part of the fight. Patrick, Israël ne fait pas partie du conflit. Et les États-Unis font tout pour convaincre les Iraniens qu'Israël ne va rien entreprendre. Ils ne participent pas à la guerre, ni à ses attaques. En revanche, Donald Trump essaie d'expliquer qu'il voulait mettre en place une sorte de système de péage dans le détroit, 20%, après avoir rappelé que tout ce que fait l'Iran va à l'encontre du droit international. Mais il a fini par dire 20%. Plus tard, il a précisé que non, que ce seraient les pays du CCG qui allaient investir aux États-Unis. Il parlait bien des pays du Conseil de coopération du Golfe. Ils vont investir aux États-Unis. C'est pour ça que je ne vais pas imposer 20%. En gros, cette guerre, la guerre israélienne, c'est les États-Unis qui la mènent avec l'argent des pays du Golfe. Regardez ce qui se passe, au détriment des populations, du peuple iranien et des gens de la région. Et on se lance encore dans une guerre, je ne sais pas, une nouvelle guerre sans fin, si c'est vraiment leur plan. Parce que Donald Trump a dit, la guerre du Vietnam, elle a duré combien d'années? Regardez les guerres en Irak, regardez la guerre en Afghanistan. Ça veut dire qu'il veut continuer dans cette logique. Il veut faire la guerre avec l'argent des pays du Golfe. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, Nima? Donald Trump a fait cette tournée éclair avec toutes ces femmes qui faisaient tournoyer leurs cheveux. Tu t'en souviens au Qatar? Et il est revenu tout fier en disant « J'ai un accord. Ils ont promis d'investir 3 000 milliards de dollars. » C'était peut-être 2 000 milliards de dollars, ou peut-être 2 300 milliards. En tout cas, c'est énorme. Vraiment énormément d'argent. 3 000 milliards de dollars, peu importe, investis aux États-Unis. C'était quand ça? Il y a plus d'un an, non? Oui. Eh bien, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a eu aucun investissement, aucun accord, aucun contrat d'investissement, rien du tout. Donc, c'était une idée stupide dès le départ de dire qu'on allait taxer le commerce mondial à 20%. Et d'ailleurs, si on faisait ça, si on taxait par exemple le transport du pétrole à travers le détroit d'Ormuz, ça ajouterait 18 $ par baril au prix du pétrole, d'après le coût moyen d'un chargement sur un de ces superpétroliers. Et ça créerait encore plus de pression inflationniste. Et au passage, quel droit aurait-on de faire ça? Mais il a dû faire marche arrière très vite, parce que c'était encore une de ces idées absurdes que Trump avait simplement lâchées comme ça. Mais peut-être qu'il y avait déjà des plans en cours pour faire ça. Ce qui est drôle, Nima, c'est que le moment où Donald Trump a vraiment commencé à s'énerver, c'est quand il a appris que l'Iran facturait des frais administratifs. Et tu vois, il faut se mettre dans la tête de Donald Trump. C'est un peu la mentalité de la rue, version Trump. Il était furieux parce qu'il prenait de l'argent. Et dans sa tête, il se disait « c'est mon argent ». C'est exactement ce que j'avais dit à l'époque. Et Donald Trump vient tout juste de confirmer ma théorie d'il y a 3 mois. Parce que bien sûr, il voulait cet argent. Et probablement qu'il adorerait le faire avec les stablecoins de World Liberty Financial, ceux d'Eric et de Don Jr. Ce serait parfait. Lançons ça depuis Abu Dhabi. C'était ça le plan, non? On dirait bien que c'était le plan. Tu veux faire de la crypto, mais en passant par le monde Trump. C'est un peu ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que les gens disent. Alors, c'est ça le plan? C'était ça le plan? Ça marchera pas. Mais bon, il faut comprendre l'état d'esprit. L'arnaque est juste incroyable. Trump voit de l'argent sur la table et il se dit « Ah, ça c'est pour moi ». C'est de la piraterie, tout simplement. Et c'est là-dedans que les États-Unis excellent. La piraterie, le vol, le terrorisme d'État. Quelle valeur les États-Unis apportent-ils vraiment à tout ça? Trump ne cesse de dire « Notre pays est tellement fort, tellement dynamique.
L'Amérique est le pays le plus chaud du monde. Non. Ce qui chauffe vraiment en Amérique, c'est l'inflation. C'est ça qui flambe. Les gens n'arrivent plus à payer leurs courses. Les gens n'arrivent plus à payer leurs soins de santé. Les gens n'ont même plus les moyens de se faire soigner les dents. D'accord? Les gens ne peuvent plus se permettre de prendre leur trajet habituel à cause de ce que vous avez fait au marché mondial de l'énergie, avec votre brillante idée de, je sais pas, déclencher la Troisième Guerre mondiale dans le Golfe Persique, dans votre infinie sagesse. Ou peut-être parce que Netanyahou vous a dit que ce serait une promenade de santé. Très bien. Désolé, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est une campagne formidable à l'approche des élections de mi-mandat. Donald Trump et les républicains ont fait un travail incroyable pour se vendre avant ces élections. Ça va vraiment faire des merveilles pour la participation des électeurs démocrates. Donc félicitations encore une fois, et J.D. Vance, quel génie. Franchement, je n'arrive pas à vous suivre. Vous êtes tellement en avance. Oui, oui. Je pense que si quelque chose de grave se produit, Donald Trump a dit que la semaine prochaine, il pourrait attaquer les infrastructures énergétiques en Iran, les réseaux électriques, peut-être des ponts ou quelque chose comme ça. L'Iran a répondu qu'ils allaient réagir de la même manière, qu'ils allaient détruire tout ce qu'il y a dans le Golfe Persique. Ça pourrait arriver. Et avec le Yémen qui rejoint le combat, je pense qu'ils vont en faire beaucoup, si les choses se passent comme Donald Trump en parle. C'est une tentative de gérer tous ces différents facteurs, tout en ignorant une réalité évidente. La région a changé. Le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest ont changé. Alors, on peut dire, si on veut appeler ça l'axe de la résistance, que les pays qui agissent de leur propre initiative sont aujourd'hui plus coordonnés qu'avant. Et je pense que c'est à cause de ce que les États-Unis ont fait. Ils ont en quelque sorte encouragé les pays opposés, l'axe de la résistance islamique face aux États-Unis et à Israël. Ils les ont poussés à mieux se coordonner, à synchroniser leurs opérations. Regardez le Hezbollah, regardez les frappes de missiles iraniennes et la manière dont la question libanaise s'est intégrée à la cause, à l'un des protocoles d'accord. Tout ça, c'est vraiment le résultat des actions des États-Unis et d'Israël. Voilà. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont provoqué des changements permanents dans la région à cause de leurs propres actions mal conçues et maladroites. Je parle des États-Unis et d'Israël. Et ensuite, ils se mettent à pleurer, à crier, à agiter les bras en parlant de menaces terroristes. Pour eux, tout le monde est un terroriste dès qu'on s'oppose à eux. Mais en réalité, ils ont renforcé l'axe de la résistance. Ils lui ont redonné vie. Ils lui ont redonné un but. Et oui, la solution la plus simple, la plus économique pour régler tout ça, tout en gardant une présence américaine dans la région, ce serait un accord négocié avec l'Iran. Ou alors, non, juste partir, se retirer complètement. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire, parce que Mary Matalin et le lobby israélien ne vous le permettront pas. Je comprends, d'accord, je comprends. Vous êtes dirigé et contrôlé par un lobby étranger et par un pays étranger à peine plus grand que le New Jersey. Je comprends tout à fait. Et je sais à quel point ça doit être difficile. Mais si vous êtes une vraie superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'être manipulé comme une marionnette par un pays comme Israël. Et vous n'auriez pas à passer par de fausses négociations, ou à faire semblant de négocier, ou à mettre en scène un soi-disant protocole d'accord, juste pour préparer une attaque surprise. Ou disons, utiliser ces négociations pour créer des provocations et de faux prétextes, afin de pouvoir frapper en secret, ou disons pas si secrètement, mais de manière trompeuse, frapper les infrastructures de l'Iran, pour modifier la situation sur le terrain et ensuite renégocier votre accord avec l'Iran. Si vous étiez une véritable superpuissance, vous n'auriez pas besoin de toutes ces tactiques à la manière d'Israël.
Vous auriez une stratégie. Une vraie stratégie, pas des tactiques. Une stratégie. C'est bien là le problème. A strategy. That's the problem. The U.S. doesn't have a strategy. Oh, we are Les États-Unis n'ont pas de stratégie. Ah, on va défendre notre plus grand allié, Israël. Ce n'est pas une stratégie. Ah, on va empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Ce n'est pas une stratégie non plus, parce que l'Iran ne les a pas, parce que l'Iran ne les poursuit pas, parce que vos propres évaluations du renseignement, celles de la CIA, pas une fois, pas deux, mais 3 fois, ont affirmé qu'ils ne cherchaient pas à se doter de l'arme nucléaire. Alors, on peut laisser tomber cet épouvantail, ce faux argument sur lequel vous vous appuyez sans arrêt, parce que vous n'avez rien d'autre à quoi vous raccrocher qu'une fausse affirmation sur les armes nucléaires iraniennes, que vous êtes incapable de prouver malgré les 300 milliards que vous dépensez pour le renseignement de la CIA. 300 billion you spend on CIA intelligence. You can't find us a shred of evidence. Vous n'avez pas la moindre preuve qu'il développe une arme nucléaire. Et pourtant, vous en faites votre principal argument, la base même de votre stratégie dans la région. Franchement, ne prenez pas l'Amérique pour un ramassis d'idiots. Et ne croyez pas non plus que le reste du monde soit aussi stupide. Pas aussi stupide que certains à Washington en tout cas. Parce qu'à ce stade, tout ça ressemble à un cirque, une vraie mascarade. Et j'espère simplement, Nima, que les États-Unis vont finir par choisir la voie du pragmatisme. Que les fous à Washington, ceux qui se battent contre les pragmatiques, pour reprendre l'expression de J.D. Vance, se diront peut-être qu'il serait plus raisonnable de limiter la casse, de se retirer, de s'arrêter pendant qu'il en est encore temps, ou même après, selon le cas. Or quit while you're behind, whichever the case may be. But I think Nima. Mais je pense, Nima, sans aucune ironie, que les États-Unis ne font que gagner du temps pour se réarmer et se réapprovisionner. Ils sont probablement en train de préparer des plans pour une opération militaire plus vaste, sans doute après les élections de mi-mandat dans 3 mois. Tout ça, c'est du théâtre. Un théâtre vide de sens, une pantomime. Les États-Unis et Israël ont clairement l'intention de s'engager dans une longue guerre contre l'Iran. C'est ma conclusion absolue, fondée sur tout ce que j'ai pu observer. Et tout discours sur des négociations ou sur la volonté d'un accord de la part des États-Unis, c'est un mensonge, une façade, juste une vitrine qui cache un agenda de guerre bien plus sombre en coulisses. Les faits montrent que c'est exactement ce qui se passe. On le voit à la façon dont les cibles sont choisies et à toutes ces fausses opérations qu'ils ont montées via l'AIS et différentes organisations maritimes. Ensuite, ils orientent les pétroliers et les navires pour contourner les routes administratives iraniennes, qui étaient pourtant déjà convenues, soi-disant, entre les États-Unis et l'Iran. Mais maintenant, ils veulent modifier l'accord, changer les règles du jeu en cours de route, encore une fois. Voilà où on en est. C'est ce que j'observe en tout cas. Peut-être que d'autres y verront autre chose, mais moi, c'est ce que je constate. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. As always. Toujours. Merci beaucoup, Nima. Merci.